Y a-t-il des questions? Oui, au fond de la salle. Bonjour Olivier Dauvert, merci à tous les deux, vous nous avez aidé à mettre des mots sur un phénomène qui est très important dans notre relation à l'alimentation et qui a des conséquences aussi sur les circuits de distribution, sur les industriels, sur le premier maillon qui est la chaîne agricole. Donc une fois qu'on a bien compris et mieux compris les sources de cette méfiance et la manière dont elle peut s'incarner, comment peut-on espérer en sortir ? Puisque c'est une chose de constater, ça n'est une autre de se dire sur quel levier, avec quelles actions, avec quel discours, avec quelle caution, je ne sais, parce que là, j'en appelle à vous, on peut espérer que le niveau de confiance dans l'alimentation remonte. Vous avez 2 heures, bien sûr. Claude. C'est à moi, ça. Oui, bah, tiens, je commence. Je pense que moi je verrais les choses en 2 points. Le principe de la défiance, c'est que plus on essaye de la rassurer, plus elle fuit et plus elle devient radicale et voilà. Ça de toute façon. Alors, ce qu'il y a de positif dans cette démarche, c'est qu'elle est riche d'expérimentation et je pense que c'est un phénomène qui est un processus que les industriels malins ont déjà bien cerné. Et il y a quand même beaucoup d'innovations qui sont mises en place et qui sont récupérées. Donc, toute cette dimension aussi d'inscription de l'alimentation dans le local, voilà, il y a des voies qui rassurent, qui rassurent les consommateurs défiants. Donc, l'inscription dans le local, ça, par exemple, Olivier Lepiller et Chelsea Yount ont fait un article il y a peu de temps sur la défiance positive, où ils mettent en avant justement ce processus d'innovation et d'expérimentation par cette population qu'on peut appeler défiante, sans voir justement que le négatif dans cette défiance. Et je pense l'industrie peut rassurer en étant à l'écoute de ces innovations. Après, voilà, il reste le point que les défiants restent radicaux et qu'on peut toujours peut-être envisager que même ça, les subterfuges ne rassurent pas, puisque le principe, c'est d'exclure de manière catégorique. Bon, alors, première chose, restaurer la confiance durablement. Restaurer, ça veut dire qu'elle a existé durablement, qu'il y a eu un état dans une époque mythique probablement, dans laquelle il y avait de la confiance. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, peut-être que j'aurais dû le dire plus explicitement, je me suis un peu dépêché à la fin, la confiance, c'est une suspension temporaire et fragile de la méfiance, déjà. Donc, première chose. Ensuite, devant la défiance, qui devient proactive, agressive et a priori, c'est un peu trop tard. Et donc, il faut prendre des mesures qui sont des mesures de long terme. Alors, on peut trouver des mesures dilatoires, des communications, mais enfin, je veux dire, il y a des problèmes de fond. Donc, les causes de cette montée de la méfiance, de cette hystérisation de la méfiance en défiance, c'est quand même l'évolution du système agroalimentaire depuis 4 ou 5 décennies, au moins, depuis la guerre en gros, depuis les soi-disant 30 glorieuses qui n'ont été probablement que 20, mais enfin c'est une autre question, puisqu'il y avait des tickets de rationnement au début encore. Bon, la question, c'est donc de prendre en compte effectivement ce qui finalement est la source de l'hystérisation en question, c'est-à-dire le fait qu'il y a une sorte de distance absolument irréductible qui s'est établie entre le mangeur et ses aliments. Le processing, la transformation, etc. Alors, on ne peut pas, au nom de la rationalité, rejeter toutes les demandes
où toutes les catégories mentales qui sont utilisées par nos contemporains et souvent par nous-mêmes, par exemple, la demande numéro 1, c'est le naturel. Qu'est-ce que c'est que le naturel? Ça fait rire Bernard Guigrand. Et ça nous fait rire. C'est vrai qu'on a cette réponse-là. Tout est naturel. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? Rien n'est naturel. Enfin, bon. Ben, nous, on a posé la question avec des collègues et on a pu voir que dans 6 pays, les définitions du naturel qui étaient proposées étaient toujours négatives. C'est-à-dire c'est pas transformé, pas d'additifs, etc. On a vu que on est capable de définir ce qui porte atteinte à la naturalité le plus, c'est le fait d'ajouter quelque chose, que ça soit infinitésimal ou que ça soit considérable, ça ne change rien. Que si vous enlevez ce que vous avez ajouté dans une expérience en pensée qu'on fait faire aux interviewés, si on leur dit, bon d'accord, on a ajouté un truc, ça a fait baisser la naturalité d'un pourcentage considérable dans ce que vous nous dites, maintenant supposons qu'on soit capable d'enlever ce qu'on a rajouté, est-ce que ça a fait remonter la naturalité? Boum, ça l'a fait descendre encore plus. Donc c'est la transformation, le processing qui est la source de la dénaturation et qui surdétermine la peur, l'inquiétude, etc. Donc, une fois qu'on a intégré ces catégories-là, on peut en tirer des politiques. C'est-à-dire que, je veux dire OK, c'est peut-être irrationnel, peut-être pas. Pourquoi est-ce qu'on craint les transformations quand elles sont faites par l'industrie loin de notre vue et puis qu'on les approuve quand elles sont faites par le boulanger du coin ou le fromager ou le charcutier du coin? On ne s'est jamais posé la question de savoir s'il mettait du nitrite des sels nitrités dans son jambon. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de la proximité. Donc l'archipel de Fourquet, c'est une très bonne métaphore. On a constitué des espèces d'archipels isolés dans lesquels il n'y a plus de communication et on nous donne à manger par-dessus les détroits qui séparent les archipels des choses dont on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles ont été faites, etc. Alors que la méfiance est surdéterminée, accentuée, etc. C'est tout ça qu'il faut penser. C'est pour ça que je dis qu'il faut penser stratégique et pas plus seulement tactique, mais je sais bien qu'on a des impératifs quotidiens quand on est dans l'action, mais c'est ça qu'il faut arriver à penser, c'est-à-dire comment faire pour, passez-moi l'expression, comme disait quelqu'un que j'interviewais, il faut bridger le gap. Il faut établir des ponts, essayer de réduire, alors quoi? Réduire les ingrédients. Les industriels ont déjà commencé, le nombre d'ingrédients, enfin des choses comme ça qui commencent à être prises en compte, réfléchir sur la question de l'origine, réfléchir sur la question du locavorisme. Le locavorisme, ce n'est pas la solution en termes d'empreinte carbone, etc. Ce qui est très significatif en fait pour les consommateurs, c'est l'idée de proximité. Alors Estelle Masson a un papier là, qui va sortir avec des collaborateurs, où elle montre très bien qu'avec des boulangers paysans, qu'elles ont interviewé, le facteur positif, c'est la proximité, mais ce n'est pas une proximité géographique, c'est une proximité, si j'ose dire, sociale, affective, c'est-à-dire que la main qui vous nourrit, j'allais dire, on la connaît. Et ça, c'est absolument fondamental, c'est juste quelque chose qui relève du bon sens et qu'on peut essayer de penser et d'introduire dans les politiques quotidiennes de ce qu'on va donner à manger. Enfin, je veux dire, ça a l'air facile comme ça, mais non, ça n'a pas l'air facile. Oui, monsieur. Oui, Jean de Carvazoué. Je vous ai écouté tous les deux avec beaucoup d'intérêt, mais très curieusement, dans votre exposé, il y a un grand absent que vous venez juste d'évoquer, qui est l'État et les politiques publiques. Que pensez-vous des politiques publiques récentes et dans quelle mesure ont-elles exacerbé ou au contraire atténué la situation que vous décrivez? Oui, merci. Écoutez, les politiques publiques, je les ai évoquées parmi les autres intervenants, si j'ose dire, dans la cacophonie nutritionnelle. 5 par jour, vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que le PNNS, 5 par jour. C'est un catéchisme, c'est pas forcément une pratique, c'est-à-dire une pratique difficile à réaliser. Et puis quand j'ai dit que j'étais popérien, si j'ose dire, en matière scientifique,
Je pense que les politiques publiques, elles ne sont pas faciles quand même à réaliser, puisqu'il s'agit de faire passer en action des savoirs qui sont par définition provisoires. Ou comme dit mon vieux patron Morin, les grandes théories sont biodégradables. Les théories biodégradables, j'ai donné l'exemple de Hans Selkis et du beurre et tout ça. Donc ça participe à la cacophonie nutritionnelle et je n'ai pas la solution. Peut-être que la solution, c'est d'observer un petit peu ce qui s'est dit, ce qui a été établi, ce sur quoi les experts qui conçoivent les politiques publiques se mettent toujours d'accord depuis le début des politiques publiques. Et c'est quand même très très simple, c'est diversité et quantité. C'est-à-dire que vous arrivez toujours à la fin à dire il faut une diversité et il ne faut pas trop de ceci ou pas trop de cela. Et à part ça, et puis alors il y a un impératif dans les politiques publiques qui commence seulement à être pris en compte depuis peu de temps finalement, qui est quoi? Qui est de viser les bonnes cibles. On a beaucoup reproché au PNNS, en tout cas moi, de tirer tout azimut, de s'adresser à tous et à chacun individuellement, et donc d'accentuer ce processus d'individualisation qui est en partie à la source, ou très profondément à la source des anxiétés, des angoisses, des incertitudes et des choses aberrantes. C'est pas son boulot, moi je trouve. C'est pas de rendre chacun absolument responsable de son alimentation. C'est peut-être d'agir par des incitations ou autre chose, en s'adressant, en visant les catégories sociales identifiées et identifiables très, très facilement, qui sont le plus à risque. Par exemple, en matière d'obésité, on sait bien que l'obésité, c'est un gradient social. Voilà. Je vais répondre brièvement. Ayant fait un focus sur tout ce qui était consommation du lait, des produits laitiers, par rapport aux politiques, aux recommandations, on va dire, et je pense là surtout aux recommandations du PNNS, il y a les dernières recommandations qui ont fait du bruit dans le milieu des personnes que je rencontrais, car elles allaient un peu dans leur sens. Et par rapport à des profils défiants, il m'a semblé que ça pouvait, là, pour le coup, remporter une certaine adhésion. J'étais moi-même surprise parce que je vais pas dire que je l'ai trouvé plus si défiant que ça, mais c'était le fait d'avoir donc réduit les recommandations en termes d'apport quotidien pour les adultes en produits laitiers, mais je pense également à l'insertion des légumineuses également, le fait de réduire les portions en viande, en charcuterie. Tout ça, c'est des choses qui sont allées à la rencontre, qui ont fait écho aux postures en fait qu'avaient les personnes que j'ai rencontrées sur l'alimentation et sur leur choix alimentaire. Et là, il y avait certainement, il y a eu quelque chose, une rencontre intéressante à ce niveau-là. Merci. Oui, monsieur. Bernard Valluy, pour avoir travaillé avec Claude sur le gluten et puis sur l'éviction du gluten. J'ai deux questions. La première, c'est ce que vous avez souligné dans les études de cas, c'est la relation très forte entre l'éviction du lait et l'éviction du gluten. Donc, comment vous le voyez, sur les cas que vous avez analysés et à quelle croyance ça se réfère. Puis la deuxième question, c'est le fait qu'aujourd'hui, la méfiance qui était essentiellement basé sur un problème de santé, est aujourd'hui avec un moteur environnement, qui est bien sûr bien lié avec la santé, mais qui est la fabrication des produits au niveau de l'agriculture. Et est-ce que cet élément-là, aujourd'hui, est susceptible de faire bouger le curseur, en quelque sorte, de la défiance, et comment on peut y remédier ? Alors, pour la première question, la convergence lait-gluten dans les évictions, effectivement, elle se constate. J'ai pas les chiffres sur moi, mais il y a une forte... quand on évite le lait, on évite souvent le gluten. L'origine, c'est il me semble on est sur le registre là du nutritionnel, de la nutrition,
toutes ces évictions sont souvent initiées suite à une maladie, ou du moins une sensation de maladie, ou simplement des inconforts physiques. Donc on est surtout sur un registre de nutrition, dans le sens où on va, voilà, c'est pas par goût, c'est pour essayer d'améliorer certains symptômes. Et là, on a plutôt une littérature que consultent les gens qui vont aller vers une association de ces deux, voilà, d'éviter ces deux protéines. Et c'est des protéines plus sensibilisantes, etc. Et du coup, ça se retrouve effectivement dans ces démarches. Quand on cherche à améliorer les choses, ça va être ces protéines-là qui vont avoir tendance à être évitées. Donc ça, c'est plus vraiment pour la défiance quand elle se base sur une question d'ordre nutritionnel et de santé. C'était quoi déjà la deuxième question ? La dimension environnement. Ah oui, bon, alors la dimension environnement, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas assez explicitement parlé. Il y a 800 communes, je crois, en France, hein, qui ont fait passer quelque chose. Pardon ? Les zones non traitées. Oui, alors il y a les zones non traitées, etc. Bon, voilà, en effet. Donc on voit bien la manifestation, là vraiment c'est plus infrapolitique, c'est l'émergence à ciel ouvert, si j'ose dire, de la préoccupation, pour le dire de façon modérée, vis-à-vis des pesticides. Il y a aussi les 800 communes, ce que je voulais dire, qui ont fait passer des réglementations locales anti-compteurs Linky, EDF, etc. Donc on voit bien qu'il y a au niveau local, au niveau des politiques de proximité et des électeurs, il y a des ponts qui se font comme ça. Et d'une certaine manière, l'épisode de M. Ramos avec le tract de Villejuif, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ces gens qui sont réputés être des élites, des membres des élites, et donc coupés de leurs électeurs, se rapprochent de leurs électeurs en se faisant les vecteurs de leurs craintes, de leurs demandes, de leurs exigences, et ainsi de suite. Maintenant, que peut faire la profession et l'agriculture ? D'une certaine manière, elle peut essayer de prendre en considération, autant que possible, dans la limite du raisonnable, si ça existe, ce genre de préoccupations, d'autant plus qu'elles ne sont pas toujours, après tout, la biodiversité menacée ou même fortement atteinte, ça existe, et c'est vraiment un problème. Et d'un côté, on peut se mettre à la place des agriculteurs, de l'autre côté, on peut se mettre à la place des voisins. La complexité, elle est là. Il faut prendre en compte tout ça. Et c'est pas en poussant des cris d'indignation qu'on peut avancer. Donc moi, ce que je dis, c'est essayer de montrer qu'à moyen ou à long terme, il y a des politiques qui tendent à réduire les choses, les pesticides ou autres choses qui sont source de problèmes. Et c'est une urgence qui n'est quand même pas fantasmatique. Est-ce que c'est une réponse ? Peut-être Emmanuel veut compléter un peu la réponse. Je me souviens pas exactement de la question, mais comme ça parle de l'agriculture, j'ai quand même des choses à dire vite fait là-dessus. D'accord. Ok. En fait, ce que je voulais dire, c'est que y a une partie de l'agriculture, on le sait bien, qui est en lien aussi avec ces demandes, ces aspirations par rapport à ne serait-ce que la bio déjà au départ.
En fait, il y a également dans les personnes que j'ai rencontrées énormément de personnes qui peuvent être aussi agriculteurs ou néo-ruraux, se convertissant, essayant de pouvoir produire eux-mêmes leur alimentation. Donc voilà, ça fait partie des expérimentations, des innovations qui viennent de ces mouvements défiants, on va dire, hein, donc un peu des choses positives. Et après, pour être allé me balader un peu chez des agriculteurs, plus dans le conventionnel, ce qui est intéressant, c'est que ils rencontrent des soucis sur leurs exploitations qui les poussent, quoi qu'il en soit, à se poser des questions sur leur méthode d'agriculture. Et là, je pense notamment à tout ce qui est mise en place de réflexion autour de l'agroécologie, qui est aujourd'hui complètement enseignée dans de nombreuses écoles d'agriculture. Voilà, a priori, les agriculteurs ont besoin de se mettre à l'agroécologie. Et en fait, il y a énormément de liens entre les idées qui vont être développées par certaines personnes défiantes que j'ai pu décrire, et cette nouvelle agriculture, notamment par rapport à cette préoccupation quant à la perte de la biodiversité, voilà, surtout cette notion de diversité, la question de l'influence de l'agriculture sur le microbiote humain également, ce qu'on produit, quelle influence ça va avoir sur ce qu'on va manger. Donc il y a des échos très très forts entre, en tout cas, la manière dont certains agriculteurs essayent de répondre à des problèmes et la manière dont ces personnes en alimentation vont expérimenter des choses. Il y a des passerelles énormes. Voilà. Donc ça ne répond pas exactement à votre question, mais c'est dans la thématique. On a une question d'internaute, et après Bernard. Alors, ce n'est pas une question, ce sera 3 questions, mais qui se regroupent un peu, des questions un peu statistiques. Alors, a-t-on une idée de la part de la population que représentent les défiants? Et a-t-on étudié ce sujet auprès des mineurs? Et enfin, observons-nous une défiance plus importante du consommateur français par rapport aux autres consommateurs européens? Et si oui, comment l'expliquer? Merci. Sur la dernière partie, défiance plus importante du consommateur français, je crois que ces derniers temps, c'est oui. Je suis absolument incapable de fournir de mémoire les chiffres. Je me souviens que je peux renvoyer à Fourquet qui donne des chiffres tout à fait impressionnants, notamment sur, et puis aussi une diapo que j'avais présentée, sur la divergence croissante, l'effet très important du facteur âge. C'est-à-dire qu'on a des tas de domaines où les jeunes sont plus défiants que les vieux, mais en revanche, en matière de certaines particulières, alors c'est je crois sur les vaccins, les vieux sont moins défiants et c'était 65, quelque chose qui était positif pour les vaccins. Et je veux dire qu'on n'a pas parlé des vaccins, mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a une relation très, très étroite avec les affaires de défiance, d'éviction, etc. Et en revanche, on voit que la mécréance, si j'ose dire, vis-à-vis de la vaccination augmente quand on descend dans l'âge. Il y a l'histoire que j'ai mentionnée au début avec Jean-Noël Capferrer qui montrait que c'était dans des catégories sociales pas nécessairement les plus ignorantes et même quelquefois les plus instruites qu'on trouvait la crédulité la plus grande sur certains thèmes. Je crois que ça se distribue un peu selon les thèmes et selon les catégories. Mais enfin, bon, faire une statistique globale de la défiance, je n'ai pas connaissance de quelque chose qui nous permette de le mesurer vraiment. Il y a une série d'éléments qu'on trouve et qui sont épars. Et puis on en aura une mesure, peut-être, ou une idée le 30 mars, je crois. Voilà, et je repasse le micro à Emmanuel à ce sujet. Oui, le 30 mars, au Musée de l'Homme, est organisé un colloque au chat où vont être présentés les résultats d'une enquête quantitative sur les évictions alimentaires en France. Et au cours de cette enquête, on a essayé parce que la défiance, il faut la définir, la catégoriser avant de pouvoir la chercher. Voilà, donc
À partir de questions surtout sur la notion de méfiance, faites-vous confiance, etc. Et en reprenant des items généraux sur les pouvoirs publics, les vaccins, l'État, l'industrie agroalimentaire, voyez, enfin ce genre de... Là, je peux pas vous livrer le détail des questions, mais en essayant de faire des questions qui pourraient nous permettre d'établir un profil défiant sur lequel on serait à peu près tous d'accord. On arrive à un chiffre, bon, vous verrez le 30 mars, mais on est aux alentours d'un tiers de la population, de l'échantillon en tout cas représentatif de la population française sur lequel auprès duquel le questionnaire a été administré. Et avec, au niveau des jeunes, des chiffres plus hauts. Plus on est jeune, plus on est défiant. Et tout ça, ça décroît avec l'âge, sachant qu'il y a des corrélations importantes, des liens importants avec la situation, bien sûr, économique de la personne. Donc ça, c'est un biais important. Et les anciens sont plus optimistes que les jeunes. Donc voilà, toutes les questions relatives au pessimisme et à l'optimisme qui venaient du coup alimenter ce profil défiant se retrouvent aussi dans cette démarcation entre classes d'âge. Oui, je voulais vous poser la même question sur la représentativité des sujets que vous avez étudiés. Bon, vous venez de répondre. Je me demande s'il n'y a pas quand même des degrés dans la défiance. Parce que quand même, entre votre premier cas, Annabelle, avec quand même... solide, hein, et les autres, il y a peut-être quand même des différences. Et c'est pour aborder la question qui a été posée sur qu'est-ce qu'on peut faire. Effectivement, il y a certainement une fraction de la population qui, de toute façon, sera totalement imperméable à toutes les actions qu'on pourra mener. Le problème, vous avez dit que ces sujets faisaient partie des engagés, les engagés dans les catégories, dans les typologies qu'on voit habituellement, sont très loin d'être majoritaires. Ils représentent une quinzaine de % à peu près. Hein. Alors, le degré dans la défiance, autrement dit, entre la méfiance et la défiance, il y a quand même tous les intermédiaires possibles, ce qui veut dire que probablement, il y a une grande partie de la population qui est susceptible de modifier son attitude en fonction de ce qu'on pourra lui proposer comme changement, comme vient de l'indiquer Claude. Ça, ça doit pousser effectivement les institutions, l'agroalimentaire, l'agriculture, etc., à faire les efforts qu'ils commencent maintenant. Bon. Et puis alors, une petite remarque de quelqu'un de très vieux. Dans les années 60, c'était le discours de Trémolière. Et puis, ça a disparu et ça revenu plus tard à cause, à l'occasion de toutes les crises qu'on a connues et que tu as détaillées. Moi, je reprends le dernier point, là, ce que tu as dit avec Trémolière. C'est profondément juste et ça m'amène finalement à formuler ça. La question centrale, un peu dans la lignée de Trémolière. L'idée de Trémolière, c'est l'alimentation, c'est un lien entre les hommes. C'était le point de vue chrétien, rompre le pain, c'est la main qui donne, l'échange, etc. Bon. Et là, on est dans une situation, ce que j'ai essayé de décrire, où c'est plus ça du tout, c'est la question de faire le bon choix. Moi, je dois faire le bon choix. Je dois éviter tous les dangers, les obstacles, protéger les miens. Enfin, on a ça dans Annabelle, on a ça, que ce soit dans la purification ou dans d'autres choses, c'est des cas extrêmes. La question qu'il faudra poser à Emmanuel, c'est peut-être le niveau de radicalité des cas que vous avez choisis. Parce que il y a aussi, moi j'entends le discours des maires à la sortie des écoles, quand je vais chercher mon petit-fils, là, j'entends des femmes, classe moyenne, médecins quelquefois, et qui parlent de leur éviction du lait ou de leur intolérance au lactose. Donc il y a des niveaux en effet très, très, très variés. Mais ce qui est absolument fondamental, c'est cette idée de lien, de partage, d'échange, qui est en somme la structure anthropologique du rapport à l'alimentation qui a été longtemps, et qui est encore quand même, il ne faut pas exagérer, mais la structure même du lien, l'un des éléments fondamentaux du lien social.
Et cette espèce d'émiettement du lien social, alors là, généralement, avec les îlots, pour prendre la métaphore de Fourquet, qui non seulement ne communiquent plus, mais se voient comme des autres et des adversaires, ou qui s'ignorent complètement quand on voit que dans les métropoles, dit Fourquet, il y a jusqu'à 30% de la population, dans certains coins, qui sont niveau bac plus, avec des revenus élevés, etc. Ils vivent entre eux. Nous vivons entre nous. Et ils ignorent complètement d'autres parties de la population. Voilà. Donc cette espèce d'émiettement social, c'est un petit peu aussi ce qui se passe dans cette individualisation à tout crin du rapport à l'alimentation, avec la responsabilisation comme ça, inquiète et angoissée. Et donc, je veux dire, il s'agit d'établir des liens nouveaux, de reconstruire des liens. Et c'est quand même un travail de long terme. C'est le sens du locavorisme. Alors, le sens de locavorisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la proximité. Oui, absolument. Hein, la proximité qui n'est pas nécessairement et qui n'est même pas essentiellement géographique. C'est pas la dimension géographique qui est la plus importante. C'est ça qui l'a fait et comment. Qui l'a fait, comment, exactement. Oui, je voulais dire quelque chose parce que vous soulevez un point, voilà, c'est bien que je puisse l'éclaircir, un point de méthode. En fait, ma recherche ne vise pas à présenter quelque chose de... critique, hein. Ah non, je sais bien, mais c'est un, comment dire... voilà, faut faire attention. Je ne vise pas la représentativité, etc. L'idée, c'est vraiment de saisir cette chance d'avoir vu cette femme et d'essayer d'isoler là comme une molécule, voilà, qu'on ne sait pas, on ne sait pas où la classer, et essayer de reproduire cette expérience. Alors, c'était très compliqué parce qu'en laboratoire on peut, mais dans la vie de tous les jours, les gens se trimballent pas avec un panneau au-dessus de la tête. Je suis complètement défiant et si vous me poussez à manger du lait, enfin bon voilà, ça n'existe pas. Donc ça a été très très pénible et il a fallu vraiment croire dans cette chose que j'avais vue. Moi aussi, là, il m'a fallu de la conviction. Et voilà. Ensuite, cette enquête Quanti me permet d'avoir un tableau et de situer mes enquêtés, qui sont effectivement des personnes, alors radicales. Je ne sais pas comment le dire. Certes, en tout cas, elles vont très loin dans... elles dépassent à un moment donné un stade où la plupart d'entre nous ne les comprennent plus. Voilà. Ça, c'est clair. Mais la radicalité, ça veut dire quoi? Parce que, en fait, moi, j'ai été surprise de rencontrer des gens qui sont absolument... socialement, en tout cas, il n'y a rien qui dépasse. Je veux dire, c'est des gens très intégrés. Voilà. À part, là, je vous ai présenté des gens qui sont un peu en retrait, qui vont avoir arrêté de travailler, etc. Donc, il y a peut-être là, à ce niveau-là où ça pêche un peu, mais en même temps, il y a une cohérence. Voilà, c'est surtout ce que je voulais insister là-dessus et vous dire que tous les défiants n'évitent pas de manger. Non pas dans l'enquête, vous verrez le 30 mars si vous pouvez venir nous voir. Il n'y a pas de corrélation flagrante entre la défiance et des évictions alimentaires, par exemple. En revanche, chez les gens qui évitent de consommer, on va avoir un taux de défiants un peu plus important. Et dans les gens qui mettent en place des évictions, on a effectivement des niveaux de radicalité. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est juste le moment où on décroche un peu et on va au-delà de ce qui est entendable. Et voilà. Et c'est juste là que je voulais essayer d'expliquer les choses. Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Je vais ajouter une chose sur les évictions. Il me semble que très souvent, les évictions sont assez temporaires et elles sont présentées par ceux qui les portent, ceux et celles qui les portent, comme une étape dans leur développement personnel. Mais en réalité, ou en outre, on s'aperçoit que c'est une façon assez simple de gérer le rapport à la cacophonie nutritionnelle. C'est-à-dire que devant cette espèce de fourmillement là, de désordre, de chaos généralisé informationnel, finalement, décider une éviction ou deux, en général une à la fois, mais il y a des corrélations,
c'est une façon assez simple de choisir un ordre, un principe d'ordonnancement ou d'organisation dans le comportement alimentaire. Et d'une certaine manière, c'est une réponse symbolique à la cacophonie. Y a-t-il une toute dernière question? Oui, et puis après, dernière question. Ah, je crois que c'était derrière. Ah, non. Je crois que monsieur avait levé la main avant. Alors, oui, Jean-Baptiste Gouard-Lillec. La France fut au début du 19e siècle le berceau des marques. Et la marque, c'était le passage du vrac aux produits vendus à l'unité, etc. Produits de qualité, paraît-il. Aujourd'hui, cette même France serait le berceau du vrac, qui serait l'antithèse de la marque. Est-ce que le vrac, pour vous, c'est une mode, ou ça va se pérenniser? Et est-ce que c'est un retour? Est-ce que ça permet de diminuer la distance entre le mangeur et puis le produit qu'il mange? C'est une très bonne question. Merci. Et je n'y ai pas réfléchi et je n'ai pas de données, mais je vous promets de le faire. Du coup, on a peut-être le temps de prendre la question de la dame. Bonjour et merci pour tout. Moi, j'organise des ateliers de cuisine et c'est vrai qu'une des problématiques au début, c'était de savoir comment le définir parce que quand on dit naturel, ça veut rien dire, bio non plus. Et donc aujourd'hui, je dis plus que c'est des cours de cuisine avec des aliments bruts et peu transformés. Et en fait, moi, mon souhait le plus profond serait que l'industrie actuelle s'oriente petit à petit, toutes les industries agroalimentaires se transforment et savoir si elles en sont capables. En fait, petit à petit, au lieu de nous vendre plein de produits industriels et transformés, de nous apprendre en fait et de nous fournir de plus en plus en produits bruts et peu transformés, et de nous apprendre aussi à les utiliser. Donc, je fais plutôt partie des défiants, peut-être, mais je pense que l'industrie a besoin d'évoluer. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'elle en est capable et comment? Est-ce que les industriels qui aujourd'hui sont dans le monde agroalimentaire ont les compétences pour changer ou pas? Bien entendu qu'il faudra qu'elles changent et qu'ils vont changer. Peut-être que ceux qui ne changeront pas disparaîtront. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit à son arrivée le patron de Danone. Si nous ne changeons pas, les gens n'achèteront plus nos marques. Il avait dit ça. Alors, à nous de juger si, pour l'instant, il y a suffisamment de changements pour laisser augurer d'un espoir. Mais ce que vous dites, c'est exactement ce que nous avons dit, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut que l'industrie change, il faut que tout le monde change. Et il ne suffit pas de dire que tout ce qu'on réclame est absurde. Je n'ai pas dit autre chose. J'ai un remords pour le vrac et la marque, parce que c'est une très très bonne question, c'est vrai. Alors, le commentaire que ça m'inspire pour l'instant, mais il n'est pas spécialement autorisé, c'est que le vrac, me semble-t-il, se fait quand même, d'une certaine manière, sous la protection de quelque chose qui est de l'ordre de la marque, c'est-à-dire que ça se passe sous une enseigne. Et cette enseigne elle-même, elle a une identité de marque. Pour l'instant, c'est tout ce que je suis capable de dire. Bien, merci beaucoup. Peut-être 2 mots de conclusion rapidement, même s'il est très difficile de conclure sur un tel sujet. On parle en ce moment beaucoup de ce qu'on appelle la révélation des pratiques, c'est-à-dire les entreprises qui ouvrent leurs usines, les agriculteurs qui ouvrent leur exploitation agricole. Bon, ça va peut-être dans ce sens des solutions possibles. On en a évoqué beaucoup d'autres dans le courant de la matinée. Bon, voilà, et il y aura encore d'autres choses à inventer. Notre prochain événement est le 27 avril sur le thème de la taille des portions. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire en allant sur notre site internet. Et merci de votre participation.